Donc on commence par le début. Alors le début, c'est l'enfance parce que je crois avoir été, je crois que ma carrière professionnelle a été en grande partie déterminée par mon enfance. Pourquoi? Parce que je suis né dans un milieu où tous les hommes étaient ingénieurs des arts et métiers, mes deux grands-pères, etc., etc. Bon. Mes frères, au moins l'un d'entre eux, j'ai été le premier renégat. Bon. En fait, j'étais un mauvais élève. J'étais un mauvais élève parce que j'ai toujours été incapable de faire ce que j'avais pas envie de faire. Ce qui est un défaut terrible, mais comme me l'a fait remarquer récemment un de mes amis qui est l'actuel directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, il me dit t'as eu une chance incroyable parce que sinon tu te serais retrouvé, si ça se trouve, parce que j'avais pensé à un moment être vétérinaire. Si ça se trouve, tu sens en ce moment au cul des vaches. Bon. Non pas que ce soit un métier méprisable, mais c'est un métier très difficile. Hein, réveiller à des... De toute façon, pour moi, si j'avais été vétérinaire, il était hors de question de faire de la canine en ville. J'aurais été vétérinaire rural. Et c'est un métier où on peut être à toute heure du jour et de la nuit réveillé pour un village difficile, etc. Donc un métier très difficile. Alors revenons au début. Les deux choses qui m'ont marqué du fait de mon père notamment, hors de son métier d'ingénieur. Alors déjà de son métier d'ingénieur, il y a une chose qui est peut-être pas inintéressante à savoir, c'est que les ingénieurs des arts et métiers sont des ingénieurs très près de la production. Et quand il a été question de me faire après la sixième, à partir de la sixième, au lieu de me mettre dans un lycée où j'aurais fait du grec et du latin, il m'a dit non, non, je vais te mettre dans un cours complémentaire, à la place du grec et du latin, tu feras de l'atelier. Alors c'était une fois atelier fer, une semaine atelier fer, une semaine atelier bois, donc ce qui m'a donné un certain sens du manuel, qui me servira par la suite, comme on le verra. Donc ça. Et les deux grandes passions de mon père, c'était la musique et les animaux. Les animaux, pour des raisons en partie de subsistance, il avait, parce qu'on habitait Charenton, je suis né à Charenton, il avait un jardin, euh, pas loin d'ici, où il élevait des poules, des pigeons, des lapins, etc. Bon. Et évidemment, il m'emmenait tout petit, donc moi, dès 4-5 ans, je savais distinguer une poule legorne d'une nivernaise, etc., etc. Bon. Et puis la musique, parce que c'était un violoniste amateur, mais de niveau professionnel. Il a joué avec les concerts Padeloup, enfin c'était un très très bon violoniste. Et donc, tous les soirs, il travaillait son violon. Et puis, le dimanche, un soir par semaine, il allait faire du quatuor avec des amis, etc. Et très souvent, il m'emmenait. Et puis, cette passion des animaux le tenaillait tellement que lorsqu'il a perdu son jardin pour des raisons que j'ignore ou dont je ne me souviens plus, il s'est mis à l'élevage des canaris. Et il faisait ça dans une chambre de bonne au 6e étage de cet immeuble. Et tous les soirs, il en avait une centaine de canaris, hein, c'est pas de la rigolade. Donc il passait une heure et demie à soigner ses oiseaux, et ensuite il revenait et passait une heure et demie à travailler son violon. Donc voilà, la musique et les animaux, c'est deux choses qui sont constitutives en partie de moi. Alors, mauvais élève, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais incapable de m'intéresser, de faire même semblant de m'intéresser à quelque chose qui ne m'intéressait pas. Alors, je me souviens qu'une institutrice, quand j'étais en primaire, avait écrit sur mon bulletin de correspondance « Jean-Pierre s'intéresse à tout, sauf à ce qui est fait en classe ». Bon, donc, scolarité difficile. Ensuite, cours complémentaires, donc de plus en plus difficiles. Alors, mon père dit
voyant les choses comme ça s'annonçait très mal, il m'a dit, bon, t'en as pas besoin, mais tu passeras quand même ton certificat d'études, au moins comme ça, tu pourras au moins être facteur. Bon, donc j'ai passé le certificat d'études, j'ai passé le brevet de justesse, mais les résultats étaient tellement mauvais qu'aucun lycée n'a voulu de moi. Donc ils ont été obligés de me mettre dans une école privée, religieuse, chez les oratoriens, dont je garde un bon souvenir d'ailleurs, mais bon, donc là aussi, pénible. Je n'étais bon que dans deux matières, les sciences naturelles et le français. Le français, pourquoi ? Parce que j'ai été très souffreteux dans mon enfance, j'ai été souvent malade, et j'ai donc beaucoup lu. Et ça m'a formaté un peu. Bon. Donc, j'arrive au bac, j'ai de justesse, et puis je dis, bon, je réussis à me faire inscrire en classe préparatoire à l'école vétérinaire, puisque les animaux, donc vétérinaires, bon. Et malheureusement, c'est un des problèmes des classes préparatoires aux grandes écoles, que d'ailleurs mon ami De Gers, le directeur de l'école d'Alfort, est en train d'aménager. On recrutait les vétérinaires au concours sur le niveau en maths, physique, chimie. Bon. Ce qui est stupide complètement, donc évidemment je me suis ramassé. Et faute d'avoir pu rentrer à l'école vétérinaire, je suis passé en fac pour faire des sciences naturelles. Là aussi, sciences naturelles, je ne m'intéressais qu'à la zoologie. Je ne voulais pas entendre parler ni de la botanique ni de la géologie. Donc ça m'a empêché de faire une licence d'enseignement. Si je l'avais eu, je serais peut-être finalement prof de sciences nat dans un lycée. Bon. Donc ça aussi, raté. Donc j'ai fait ce qui s'appelait une licence libre avec uniquement de la zoologie et de la biologie animale. Bon. Et parmi les certificats que j'ai passés, il y en a un qui m'intéressait, c'est l'ichtyologie, l'étude des poissons, parce que je m'étais passionné pour la plongée sous-marine. Et de fil en aiguille, j'ai, par mes profs en ichtyologie et par mon niveau en plongée sous-marine, j'ai été amené à participer en été 64 à une expédition en mer Rouge. Donc plongée, poissons, etc., etc. Et puis, révélation, on rencontre des bédouins. Une tribu bédouine avec des dromadaires qui circulaient dans le désert entre le Nil et la côte de la mer Rouge. Alors pour moi, ça a été une espèce de révélation. Et en rentrant, j'ai commencé à... J'ignorais même jusqu'au mot d'ethnologie. Et puis, je commence à fouiller, à m'intéresser à ça. Donc, je tombe tout à fait par hasard sur le livre de Lévi-Strauss, Triste tropique, qui est un peu une révélation pour moi. Et puis, je commence à suivre des séminaires à l'école pratique des hautes études, 6e section, qui devait devenir l'école des hautes études en sciences sociales. Et là, autre émerveillement, c'était sous forme de séminaires, hein, où on choisissait à la carte, on choisissait les séminaires qu'on voulait, et on se trouvait à quelques mètres de pontes comme Jacques Berg, comme Maxime Rodinson, etc. Alors moi qui venais de ces amphis bondés de la fac des sciences qui m'empoisonnaient, j'étais émerveillé d'approcher ces gens, je buvais leurs paroles. Voilà. Et puis, il se trouve que à un séminaire de Rodinson, je rencontre un Iranien qui assistait pour une fois et qui me fait ce qu'on appelle le Torof. J'ignorais tout de ça, je ne connaissais pas un mot de persan, etc. Le Torof, ça désigne une politesse raffinée, presque
presque insistante pour vous inviter, où il est évidemment de bon ton de décliner l'invitation, en se confondant en remerciements, mais on décline. Moi je ne savais pas, le mec m'invite chez lui à Téhéran, très bien, l'été suivant je prends ma 2 chevaux et je file à travers l'Europe, la Turquie et l'Iran, et je sonne chez ce type, qui joue le jeu, et qui me dit, puisque vous vous intéressez aux nomades, il dirigeait un institut de sciences sociales à la faculté de Téhéran. J'ai une équipe qui fait une enquête démographique dans une tribu nomade, allez donc les rejoindre. Donc, hop, 2 chevaux, je file dans les montagnes du Zagros et je retrouve ces gens-là. Et alors là, aux surprises, alors que j'avais le souvenir de bédouins chameliers dans le désert, là je tombe sur des cavaliers dans la montagne où tout est vert, et où l'eau coule partout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et ça a été finalement un fil conducteur qui m'a conduit jusqu'à la suite sur laquelle je reviendrai. Alors, je reviens sur Triste Tropique. Quand j'ai lu Triste Tropique, avec le culot qu'on ne peut avoir qu'à 20 ans, je demande un rendez-vous à Lévi-Strauss, qui me reçoit dans son bureau au Collège de France, qui était place Marcel Berthelot, dans le 5e arrondissement, et qui me reçoit très bien, qui m'écoute, et qui me dit, écoutez, oui, très bien, faites comme moi. Moi, j'ai fait de la philosophie, je me suis fait nommer prof de philo à Sao Paulo, j'ai été à pied d'œuvre, de là je suis allé chez les Indiens du Brésil, faites comme moi. Passez votre licence d'enseignement de sciences naturelles, et puis faites-vous nommer dans un lycée français d'Istanbul, de Téhéran ou de Kaboul, où il y en avait un, et vous serez à pied d'œuvre. Bon, j'étais trop pressé pour écouter ce conseil, et puis, en creusant un peu, et à force de fréquentation de Maxime Rodinson, qui était un orientaliste marxiste et donc matérialiste, et ce que je lisais petit à petit de Lévi-Strauss m'apparaissait à mes yeux de naturaliste en herbe comme trop philosophique. Et donc j'étais plutôt attiré par Maxime Rodinson et par un des grands profs d'ethnologie à la Sorbonne de l'époque, qui était André Leroi-Gourhan. Et je demande rendez-vous à Leroi-Gourhan, comme avait fait Bomberger d'ailleurs. Et puis, lui, alors que lui venait de la littérature classique, moi je venais des sciences nat, je demande rendez-vous à Leroi-Gourhan, qui m'écoute et qui me dit, quand vous aurez fini votre diplôme de l'école pratique des hautes études, vous ferez, si vous voulez, le centre de formation à la recherche ethnologique qu'avait fait Christian. On l'a fait la même année, ensemble, tous les deux. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai gravi les premiers degrés de l'ethnologie, par Maxime Rodinson et Leroi-Gourhan. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ethnologie française est très divisée entre 2 grandes écoles. L'école Lévi-Strauss, qui avait sa formation à l'école des hautes études en sciences sociales, qui recrutait principalement, comme Lévi-Strauss lui-même, parmi les philosophes. Et puis l'école Leroi-Gourhan, qui était surtout axée sur... Leroi-Gourhan était ethnologue et préhistorien, il travaillait sur les techniques, sur des objets. Et moi, ça me convenait beaucoup mieux. Je me retrouvais beaucoup mieux sur du concret, sur des choses qu'on pouvait toucher, manipuler, décrire. Donc c'est pour ça que je me suis senti très 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 bien chez Leroi-Gourhan. Et la formation au centre de formation ethnologique comprenait un stage sur le terrain, encadré par des enseignants. On était une dizaine d'étudiants,
encadré par un nombre presque égal d'enseignants ou de chercheurs. Et le stage cette année-là, se déroulait à Bonneval-sur-Arc, en Haute-Maurienne. Et on s'était divisé le sujet. Moi, j'avais pris évidemment l'élevage et Christian Bromberger l'habitation. Et donc voilà, ça c'est la forme imprimée de mon mémoire du Centre de formation à la recherche ethnologique. Voilà. C'est ma première publication, j'étais encore étudiant. Donc, l'été 65, donc je tombe sur cette tribu de nomades à laquelle je ne m'attendais pas. Bon. Et j'axe mon projet, puisque l'objectif suivant c'était la thèse. Je me suis dit, c'est ça, la thèse, il faut que je fasse ça sur cette tribu, qui me pose un problème. Pourquoi des nomades cavaliers dans la verdure, dans la montagne, pourquoi du nomadisme, pourquoi des nomades là? Bon. Et il a fallu... donc j'ai fait une demande de crédit à la Fondation de la Vocation. J'ai eu la chance de l'avoir. Donc le côté matériel était réglé. Et puis il a fallu que je fasse d'urgence deux choses. Apprendre le persan, évidemment, ce que j'ai fait aux langues orientales. Et puis apprendre à monter à cheval, puisqu'il s'agissait des cavaliers. Et donc ce que j'ai fait dans un club équestre de la limite du bois de Vincennes, par là. Donc tout ça, alors que toute ma vie d'écolier avait été, où je m'étais fait une réputation de paresseux, là finalement, tout me paraissait facile parce que j'avais envie, parce que c'est ça que je cherchais. Et finalement, je dirais que mon profil et ma carrière d'ethnologue, je ne l'ai pas choisi finalement. Elle s'est imposée à moi au hasard des rencontres, des événements, Voilà, je suis presque devenu ethnologue presque malgré moi. Bon, voilà ce que je peux dire sur ma formation. Alors, donc j'ai fait sur cette tribu ma thèse de doctorat, qui a été publiée, c'est ça. Donc si vous venez de feuilleter le truc sur Bonneval-sur-Arc, vous verrez que c'est un peu le même genre. Vous voyez, il y a beaucoup de descriptions de techniques. D'ailleurs, c'est technique des nomades d'artillerie d'Iran. Donc ça, c'est ma thèse. Et alors, ma thèse que j'ai soutenue en 73, mais avant ça, alors, il y a eu oui, parce qu'entre-temps, mon père, lassé par mes frasques et mes atermoiements, m'avait coupé les vivres. Donc j'avais été obligé de devenir pion dans des lycées parisiens. Entre-temps, il y a eu 68, et je me suis en 68, j'étais pion au lycée Saint-Louis. J'étais maître d'internat, donc on était logé. Et ma chambre de pion, mon logement de fonction, donnait sur le boulevard Saint-Michel. Donc j'étais aux premières loges de 68. Et assez curieusement, 68 survenait à un moment où je venais de découvrir les avantages de l'université. Où je venais où mon admiration était née pour certains que les 68ards dénonçaient comme des mandarins, etc. Et donc, ça m'a agacé. Et il y a une deuxième chose qui m'a agacé, c'est ces débats incessants, infructueux, stériles entre les trotskistes-lambertistes, les trotskistes de ceci, de cela. Et finalement, j'ai eu à la fois un besoin d'engagement et un besoin d'ordre. Et
de fil en aiguille et par certaines fréquentations parmi les ethnologues, j'ai été attiré vers le Parti communiste. Bon, le Parti communiste, il faut se souvenir que à l'époque, c'était une grande institution française. Hein. C'est plus que c'est maintenant, où le Parti communiste, en nombre de voix, fait moins que le Parti animaliste. Le Parti communiste, à l'époque, c'était 25% du corps électoral. Hein. Il ne faut pas oublier que c'était ça qui a conduit au groupement de la gauche qui a conduit à l'élection de François Mitterrand. Enfin, on n'en était pas encore là. En tout cas, dans ce Parti communiste, il y avait une sorte d'émulation intellectuelle. Il y avait ce qui s'appelait le Centre d'études et de recherche marxiste, qui se tenait dans un joli petit pavillon qui était boulevard Auguste Blanqui, dans le 13e arrondissement, et où il y avait des débats incroyables, auxquels participaient des grands noms, comme Irène Lésine, prof de psychologie au Collège de France, ou Maurice Godelier, qui en était un des piliers, et avec un de mes alter ego qui était Pierre Bonte, qui était un peu plus avancé on avait le même âge, mais il était plus avancé que moi en ethnologie, il avait moins traîné que moi. On a fondé un groupe de réflexion sur les sociétés nomades. Et c'est né dans le cadre du Centre d'études et de recherche marxiste. Ensuite, ce groupe de réflexion s'est déplacé dans le cadre d'un groupe Écologie et Sciences Humaines qui avait été fondé à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris par Maurice Godelier, Olivier Dollfus, géographe, et puis l'ethnobotaniste Jacques Barrault, qui s'appelait le groupe Écologie et Sciences Humaines. Et là-dedans, on a fait un bulletin qui s'appelait Production pastorale et société. On a fondé une collection dans laquelle a été publiée ma thèse, Production pastorale et société. On a organisé un colloque international qui s'est tenu en 1979, qui consistait principalement en la confrontation entre les deux grandes tendances de l'époque sur l'étude des sociétés nomades et pastorales, qui étaient les marxistes français, et puis les Américains qui se réunissaient sous l'étiquette de écologie culturelle. Donc il y avait débat entre les deux. En réalité, c'était un peu la même... Enfin, eux, ce qui les intéressait, c'était l'adaptation des sociétés à leur environnement. Nous, c'était l'adéquation entre l'organisation des sociétés et l'organisation des troupeaux. Puisqu'il y avait un espèce de parallélisme, on avait trouvé qu'il y avait un parallélisme entre l'organisation des sociétés et l'organisation des troupeaux. Bon, ça a été un colloque intéressant qui a marqué une date, puisque ce groupe Production pastorale et société a duré jusqu'en 1987. Voilà, il y a eu 20 numéros jusqu'en 1996. Les premiers numéros, c'était en 1979, où on avait publié les discussions qui avaient eu lieu à ce colloque, puisqu'on n'avait pas publié les actes, c'était seulement les communications, mais les discussions, on n'avait pas pu les publier. On les a publiées dans ce bulletin, c'est comme ça qu'il est né. Et ce bulletin, et ensuite, s'est poursuivi jusqu'en 1987, où là, lassé de tout faire, on a plié bagage. Bon. Mais enfin, ça a été une période extrêmement propice sur le plan intellectuel. Sur le plan politique, c'est autre chose, puisque le Parti communiste, je l'ai quitté en 1979, donc très peu de temps après y avoir adhéré, scandalisé que j'ai été par l'invasion soviétique d'Afghanistan et surtout par les déclarations de Georges Marchais à Moscou pour justifier cette invasion. Voilà. Bon. Mais enfin, intellectuellement, ça a été une période féconde.